Julien Rosner, Elsa Silberstein, et à la traduction Muriel Carpentier, le distributeur Philippe Lux de Macfilm. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Merci à toutes les deux d'être là. Merci Muriel pour la traduction à venir. Ça nous fait très plaisir parce que nous, on suit le travail de Jessica depuis longtemps. Elle était déjà venue à l'Ancien Méliès présenter Amour fou. C'est un souvenir qui est très marquant dans l'histoire de cette salle parce que c'est le soir où elle était nommée pour plein de Césars autrichiens et elle était à Montreuil au lieu d'être là-bas. Donc depuis, on a une espèce de dette morale vis-à-vis d'elle. Tant qu'elle fait des bons films, il faut qu'elle soit invitée dans cette salle. Et par contre, c'est la première fois qu'on reçoit Elsa, donc on est très contents. Je propose que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements parce que n'était pas impliqué dans le programme et qu'on est très content de la recevoir. Alors, on va peut-être commencer par évoquer le thème apparent du film, enfin, en tout cas un des thèmes. Pour moi, c'est un des films les plus vertigineux de la compétition cannoise cette année, un des plus complexes, un des plus impressionnants par sa puissance, par son espèce de sérénité violente. Enfin, il y a une espèce d'oxymore comme ça. Donc, dès qu'on l'a vu, et à vrai dire même avant Cannes, puisque ce film, nous l'avons vu en commission d'aide au cinéma du monde, et que c'était un des coups de cœur de la commission, je révèle un secret. Voilà, donc on était très contents que le film aille à Cannes, et on est très contents que Jessica vienne l'accompagner ce soir. Bon, en apparence, c'est un film sur le rapport à la nourriture, c'est un des thèmes du film. Du coup, d'où vient cet intérêt-là, Jessica, de cette problématique du rapport au fait de manger ou de ne pas manger, en l'occurrence? I wouldn't even say that food is the main topic of the film. I would say it's very much about faith. It's about believing in something. It's believing in an idea, and the idea is in the Pour moi, le sujet principal du film, c'est pas tellement la question de l'alimentation et de la nourriture, c'est plus la question de la croyance et de la foi en tant que telle. Et ce qui m'intéressait, c'était de travailler cette question, de voir comment ces jeunes, petit à petit, sont finalement manipulés, puisque c'est ce que je pense être le cœur du sujet du film, et comment plus ils avancent, plus c'est devient de plus en plus impossible de les convaincre qu'ils ont tort. Ils sont persuadés qu'ils ont absolument raison jusqu'au bout, et donc moi c'est vraiment ça qui m'intéressait, de pousser jusqu'au bout cette question de la manipulation et de la foi et de la croyance jusqu'où elle peut aller. C'est vraiment le cœur du film pour moi. Sauf que cette question de la croyance et de la foi, elle s'applique quand même à quelque chose qui parle à chaque spectateur, parce que nous sommes tous confrontés à la question de la nourriture, qu'un certain nombre de sujets évoqués dans le film, par exemple le lien affectif à la nourriture de la mère, ou ce que représente le fait de manger en famille, enfin un certain nombre de rituels. Voilà, et donc ça donne une espèce d'ancrage très fort, y compris chez le spectateur, qui s'interroge sur son propre rapport à la nourriture, au fait de manger, pas manger, à la dimension politique ou religieuse du fait de manger. Absolument. So it's not only coincidental. Of course, eating is an existential thing. It's living or dying. Oui, c'est sûr, la question de la nourriture est quand même importante, parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait existentiel. C'est le choix de vivre ou mourir, et bien sûr, on ne peut pas vivre ou survivre si on ne s'alimente absolument pas. Donc c'est aussi leur choix et cette question de pousser toujours cette non-alimentation. And then food is also et la question de l'alimentation, c'est aussi une question politique et une problématique sociale, puisqu'on voit bien que si on est, par exemple, c'est une question aussi dans le niveau social de classe, de milieu social, de relations particulières, si on est invité à un dîner, un certain nombre de personnes, on voit bien que si une personne se retient ou s'abstient totalement de manger, ça va sembler extrêmement bizarre et on va s'interroger. Donc c'est aussi une question de comportement social collectif et de faire partie de cette même table dans ce contexte-là. Donc c'est aussi une question d'une certaine manière de conformisme social dans la relation qu'on va montrer à l'alimentation.
But the sentence you didn't say now is that if one person doesn't eat, the others present on the table feel offended. Et effectivement, la personne qui ne mangera pas, les autres trouveront ça bien, mais même ils en seront offensés. Ils trouveront ça tout à fait déplacé. Alors cette question de la nourriture, elle ne s'applique pas dans n'importe quel milieu, elle s'applique dans un cadre scolaire, d'une école privée, réservée très essentiellement à une population extrêmement favorisée. À une exception près, une espèce d'intrus dans le schéma social ou sociologique de cet univers scolaire. Pourquoi vous êtes attaché à ces personnages d'adolescents et qu'est-ce que ça racontait, ça, politiquement? Je pense évidemment au fait que dans les troubles que provoque le film, il y a le fait qu'un certain nombre de choses très radicales qu'ils et elles disent sur le rapport à la nourriture racontent quelque chose de notre rapport au monde, de ce désir d'engagement qui est celui de la jeune génération, et que du coup vous arrivez à mettre le doigt sur un endroit très spécifique de ce qui s'est produit depuis le début de ce 21e siècle. So, of course, it is a story about so-called Westerns. Oui, c'est vrai que dans la société occidentale, c'est une problématique qu'il faut se poser. C'est pour ça que dans ce contexte, évidemment, d'une population particulièrement aisée, on est dans un contexte occidental où, au contraire, on n'a pas du tout de problème d'accès à l'alimentation et où on peut tout à fait bien se nourrir. Alors pourquoi, dans ce contexte-là, est-ce que ces jeunes vont refuser de s'alimenter? Moi, je pense qu'ils cherchent à donner un sens à leur vie, à avoir un sens à leur existence. Et probablement plusieurs motivations les amènent à ça, donc à la fois de vouloir sauver la planète, en même temps ils ont peut-être envie d'avoir mal, eux qui sont des gens surprotégés dans un milieu très favorisé, et ils ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout et du coup d'interroger vraiment le sens de leur existence pour se confronter aux questions de notre société, au contraire riche. Ils cherchent the attention. Et oui, et attirer l'attention, bien sûr. Yeah, but I don't mean that in a negative way. I think it's very normal. I think every human being is looking for attention. Oui, it's not because they're rich. It's despite being rich. Non, bien, c'est pas parce qu'ils sont riches, mais c'est bien qu'ils soient riches, qu'ils cherchent à attirer l'attention sur eux pour donner aussi ce sens à leur vie par cette action. Et juste pour conclure là-dessus, la force du film, elle est aussi dans le fait qu'on se reconnaît dans leur discours très souvent. Et du coup, on a même du mal, et je pense qu'une partie de la critique n'a pas apprécié ça, parce qu'elle aime qu'on lui mette les points sur les i, mais à savoir quel est le positionnement moral de la réalisatrice, parce qu'on arrive à se reconnaître successivement dans des discours extrêmement contradictoires, tellement le film résonne avec des enjeux politiques contemporains. C'était pas tellement une question, c'était plutôt une phase de transition. Oui. Non, je vais poser d'abord deux questions à Elsa, et puis ensuite je reviendrai sur une ou deux questions de mise en scène avant qu'on passe la parole à la salle. D'abord, j'ai envie de savoir d'où vous connaissez l'une l'autre, et qu'est-ce qui vous a donné envie, Elsa, de jouer dans un film de Jessica. On s'est rencontrés à Cannes quand j'étais dans le jury d'Un certain regard. On a dîné à la même table, et je connaissais son cinéma, et on a eu la chance d'être à la même table, et on s'est parlé tout le dîner. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, je me suis dit, je sais qu'un jour on travaillera ensemble. Et j'en étais sûre. Et l'année d'après, elle est venue vers moi, elle m'a dit, voilà, j'ai un petit rôle, mais vraiment, je voudrais vraiment que ce soit toi. Je lui ai dit, tout de suite, bien sûr, je le fais. Et j'ai lu le scénario, et j'ai trouvé le scénario absolument brillant. Parce que ça parlait du monde d'aujourd'hui, ça parlait de la politique du monde, de notre rapport au monde, des peurs, comment on joue sur nos peurs, comment les gens sont des suiveurs, comment finalement on est tous dépendants les uns des autres, à écouter les discours, et les enfants les premiers aussi, comment ils se laissent embarquer dans leur propre peur, dans ce qu'on leur inculque, dans l'éducation qu'ils vont avoir, et comment tout d'un coup ils vont devoir se démarquer eux aussi, et garder le contrôle. Finalement, de ne pas manger, comme dit Jessica, oui, c'est un statement sur le monde, de se définir soi-même et de ne pas manger, mais finalement, c'est un peu aussi une manière de... Jessica, c'est comme une parodie aussi, de dire on va suivre un professeur qui va nous faire croire que c'est mieux de ne pas manger. Vraiment, c'est un peu pousser les limites de ce qu'on dit aujourd'hui avec l'environnement, la nourriture,
elle pousse des curseurs. Et donc c'est là où c'est peut-être la limite d'une sorte de monde fantasmé, où ça se passerait comme ça. C'est là où toute son intelligence de cinéaste, où elle ose aller si loin. Et ça, c'est vraiment très brillant, je trouve. Donc d'abord, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit bien sûr, même si c'est petit, y a pas de, c'est bien d'aller prendre un apéritif chez une cinéaste, comme j'appelle ça moi. Et vraiment, j'ai trouvé le scénario remarquable. Parce que non seulement il y avait le point de vue des enfants, des jeunes qui sont en train de devenir des adultes, et des parents qui venaient de milieux différents aussi. Moi, mon personnage, effectivement, ils sont tous assez riches. Et on a beaucoup parlé avec Jessica, c'était intéressant. Elle me dit, mais la mère, elle est aussi, elle ne mange pas, ou elle est anorexique à la base. Et on s'est beaucoup interrogé sur cette dimension de... Ils peuvent tout avoir, mais finalement, il y a aussi du désespoir. Et nous, on a basé tout ce personnage sur... elle n'est pas heureuse du tout. Et sa manière de se défendre et de se définir dans le monde, c'est de ne pas manger. Donc finalement, elle adhère à ce que sa fille va faire. Et c'est plus un état d'esprit par rapport à elle qui n'est pas du tout par rapport au monde, elle. Mais finalement un désespoir personnel de on peut avoir l'argent qu'on a, mais pas être heureux du tout. Et comment on se définit, comment cette anorexie comme ça, bourgeoise, un peu, de rien manger, c'est une manière de se définir. Mais je trouvais que c'était vraiment, il y avait plein de degrés de lecture, comme vous disiez, par rapport au monde d'aujourd'hui, par rapport à l'environnement, par rapport à la nourriture, ce qu'on nous met dans la tête. Et je trouve que le film avait une dimension politique, sociale. Vraiment, l'écriture était absolument brillante. Et ces enfants qui veulent croire en quelque chose, se définir par rapport à une croyance, un idéal, suivre ce professeur qui va leur monter la tête, elle-même qui veut croire en... Comme dit Jessica, c'est un film sur la croyance finalement. Sur qui on veut croire. Aujourd'hui, on en est tous là. D'un coup, on nous dit qu'il faut mettre le masque. Alors, on met le masque. On peut mourir du Covid. Ok, on va... Alors, tout le monde est là à tous croire. Après, on dit, mais non, c'était complètement faux, en fait. En fait, on ne peut pas du tout mourir du Covid. Les gens ne sont pas du tout morts du Covid, ils sont morts d'autre chose. Ah bon, ok. En fait, le masque servait. Le masque ne servait pas. Donc, on est tous là à suivre la politique, à suivre ce qu'on nous dit, comme des moutons. Et le film, il dit ça aussi, au-delà de la nourriture. Moi, je trouve assez épatant qu'une grande actrice française, qui par ailleurs venait de triompher dans Simone, accepte de jouer chez une grande cinéaste européenne et internationale pour un rôle effectivement qui est très mesuré en termes de dimension, mais comme geste aussi d'appui et de compréhension des enjeux de ce qu'est le cinéma aujourd'hui, ouais, dans le champ du cinéma populaire comme dans le champ du cinéma d'auteur. Et parce que j'ai jamais fait de différence. Je peux aller chez Olivier Dahan, chez Jessica Osner ou chez Maurice Pialat ou ailleurs, et j'ai pas de... Ce qui compte, c'est la rencontre avec un cinéaste, et que ça peut être 10 jours de tournage. Je chantais à la Carman, un jour j'avais fait 4 jours de tournage. Dès là où tu as envie de rencontrer quelqu'un pour partager un moment de cinéma. Et on a envie de faire d'autres films avec Jessica, donc c'est toujours une rencontre forte. Quand il va, je me dis pas, ah zut, j'ai pas... Ça veut dire que la vie est longue et on fera d'autres choses ensemble, et c'est une rencontre, c'est ça qui est important. Et puis par ailleurs, ça va jusqu'à accompagner le film. Ça, ce que je trouve aussi formidable, parce que souvent les actrices ou acteurs, quand ils ont des rôles plus mesurés, ils hésitent, ils veulent pas. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est très très bien. Vous allez gagner une carte d'abonnement au Méliès de Montreuil. Comme ça, ce sera la première, mais pas la dernière fois qu'on vous verra ici. Non, je pose une ou deux questions de mise en scène vraiment, et puis ensuite on passera la parole à la salle, parce que évidemment, ce film est imposant aussi par sa forme, par le travail de la mise en scène et par des choix extrêmement tenus et radicaux pour certains. J'ai envie de citer 3 champs, il faut peut-être 4, mais comme ça, juste pour savoir comment Jessica réagit à ces choses-là, des choses qu'elle a commentées, d'autres un peu moins. Je veux bien entendre Jessica, par exemple, sur les choix musicaux, parce que quand même, la musique est extraordinairement frappante et inventive dans ce film. Donc, quelles sont les orientations que Jessica a données à son compositeur. L'entendre aussi sur les choix de couleurs, puisque cette prégnance de la couleur jaune est là aussi extrêmement frappante. Et elle travaille, je crois, avec sa sœur comme costumière pour concevoir ces uniformes de l'établissement scolaire. Et du coup, comment elle fait résonner cette couleur jaune dans les costumes des uns ou des autres, ou dans les motifs du film. Je pense au soleil vers lequel la main tend dans la bannière de l'établissement, par exemple. Et puis 2 choses sur lesquelles j'ai pas beaucoup lu de choses, mais qui m'intéressent beaucoup. J'ai l'impression que sa mise en scène a beaucoup changé par rapport à des films antérieurs, notamment parce qu'il y a une très forte présence
de ce que parfois, moi, spectateur, j'ai du mal à distinguer entre le zoom avant ou le travelling avant. En tout cas, la caméra est très mobile pour rentrer et isoler des personnages, ou au contraire, les remettre dans un contexte de groupe, de cercle, j'allais dire de secte, parce que c'est quand même un peu ça aussi l'idée. Voilà, pourquoi cette présence de cette figure-là qui permet d'isoler, de recadrer. Et puis, puisque Philippe ne savait pas non plus, est-ce que ce sont des zooms ou des travelling? Moi, j'en sais rien. Okay, so it's a whole novel. My answers. Oui, c'est vrai que depuis mon film précédent, Little Joe, c'était une nouvelle manière de travailler sur la musique. Jusque-là, je travaillais toujours avec la musique du contexte, c'est-à-dire plutôt en musique diégétique. Et là, je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant d'ajouter vraiment une bande originale. Et là, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que la musique a une telle importance et peut devenir elle-même un élément, une composante à part entière du film, presque un personnage, comme un nouvel acteur. Et là, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des fois où cette musique va soutenir ce qui se passe, soutenir l'image. Parfois, au contraire, elle va être décalée, apporter une touche d'humour, ou bien même elle va être totalement en contradiction. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour moi, et je continue dans cette voie. And the colors, Quant à la couleur, c'est vrai que d'une manière générale, dans tous mes films, j'aime bien toujours créer une espèce de distanciation entre ce qui se passe dans l'action et ce qu'on peut ressentir, et que le spectateur sent qu'il puisse y avoir un décalage ou une distance en tout cas. Et c'est une manière de donner une portée universelle au sujet qui semble être traité dans l'histoire, dans la trame narrative de base. Donc c'est quelque chose que je fais toujours, et la couleur aide beaucoup pour ça, cette espèce de petit décalage et de distance. Et ça m'importe de travailler là-dessus et d'avoir toujours cette visée du coup universelle. And cinema language, the camera. Quant au choix donc de mouvement de caméra, oui, ce sont bien des zooms, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce qu'en fait, ça semble toujours surprenant, décalé. Peu de cinéastes, visiblement, utilisent les zooms, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça me permet de changer de regard et de ne pas donner l'illusion qu'on voit tout et on sait tout d'avance, mais d'isoler vraiment un point de vue ou une situation, et pendant ce temps-là, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le hors-champ. Donc peut-être qu'il se passe complètement autre chose, et du coup ça laisse aussi des petits vides et des chaînons manquants ou des maillons qui restent à remplir par le spectateur. Donc ça, c'est vraiment effectivement un choix de créer ces points de vue plus subjectifs et éventuellement personnels sur les personnages en scène. Qui pose la première question à Jessica ou Elisa? Oui. Bonsoir. Moi, vu que tout est très bien planifié et que ça se voit tellement répéter le film, je pense, je voulais savoir comment était le processus de choisir les plats, les repas qu'ils mangent. That was a very intense and complicated choice because, no, honestly, it's not eating on screen, like eating when you're being filmed is not something, I don't know what your opinion to it is, it's not something that is done very often. I think on the contrary, very often, even if it's dinner scenes or lunch scenes, actors deliver their dialogues, but they don't actually have to really eat while doing it. It depends. Usually directors like us to eat, really. So it depends on the. Here in your film, my character, she doesn't eat, so thank God. Sausage and yeah, but I have observed very often that even if it's not in the scene, actors and actresses try to avoid really eating. They do as if they were part of Club Zero. Oh yeah. No, but usually when you do a scene when you're supposed to eat, you have to eat, which is, you know. Yeah. But yeah, if you feel that they're avoiding, it's not good. Normalement, on doit, si tu fais une scène où tu manges, tu manges. Tu es obligé, enfin, des fois tu as la nausée à 11h du matin parce que tu as mangé depuis qu'il est 9h, des choses. Si tu dois
Là, heureusement, moi, je n'avais pas à manger la saucisse. Toutes les saucisses et la purée dès le matin, mais donc, oui, go ahead. No, but it's an interesting question because eating is really something that you cannot pretend. Yeah. It's a little bit like dancing. I sometimes, when I meet actors, if I don't know them, I ask them to eat in front of the camera or to dance in front of the camera because it's a way of getting to know the physical appearance of a person. Yeah, of course. Yeah, you're right. Yeah, and in the choice of the food. Oui, c'est une très bonne question, la question de ce qu'on a mis dans les assiettes et de ce qu'ils devaient manger. Ça a été extrêmement compliqué, le fruit d'une très longue réflexion aussi, parce que c'est peu commun qu'on demande aux comédiens réellement de manger pendant qu'ils jouent. Même si on les voit à l'écran assemblés autour d'un dîner ou d'une scène de repas, je ne suis pas sûre qu'ils doivent réellement manger en même temps. Ce quoi Elsa non, ça dépend parce que justement Jessica dit que s'ils ne mangent pas vraiment, ils font partie du Club Zero, mais que normalement, dans les films de Chabrol ou même chez Piala, tout le monde mangeait. Dans les films de Claude Sautet aussi, donc je pense que non, quand tu as des scènes où tu dois manger, tu es obligé de manger. Après, si on ressent qu'on ne mange pas vraiment, c'est un problème. Là, en l'occurrence, mon personnage, tant mieux, parce qu'elle ne mangeait pas. Donc, mais non. Voilà. Mais peut-être c'est aussi une différence entre le cinéma français et d'Angleterre. Ah oui, peut-être. Because I thought that the English-speaking actors, I think it was them who told me that they have never been asked to really eat in front of the camera. But I think it's a different tradition of acting also. Peut-être c'est une distinction, c'est un cas à part le cinéma français en la matière, parce qu'à chaque fois que j'en ai discuté avec des acteurs anglophones, ils me disaient que non, pour eux ça se faisait pas, on ne mangeait pas en même temps qu'on dit son dialogue, en tout cas. Et pour revenir donc à la question de les faire, de comment on les voit manger, pour moi je trouve que le fait de manger c'est quelque chose qui fait partie aussi de chacun d'entre nous, et c'est aussi quelque chose de très personnel. C'est un peu comme danser, chacune a sa manière de le faire. Et en général, quand je rencontre des comédiens pour la première fois, une des premières choses que je vais éventuellement leur demander, c'est ou de danser devant la caméra ou de manger, pour voir précisément comment se passent ces choses qui restent extrêmement personnelles. Une autre question? Maintenant qu'on vient de cerner une différence fondamentale de culture entre les anglo-saxons et nous. Bonsoir. Merci déjà pour ce film, il était vraiment super. Moi, ma question, c'était par rapport aux troubles alimentaires qu'on voit dans le film. Vous avez beaucoup parlé des croyances et de comment il était facile de manipuler, qu'on a vu par rapport aux 5 jeunes dans le film. Mais vous n'avez pas élaboré sur les troubles alimentaires qu'on pouvait voir dans le film. Et alors, je voulais savoir si c'était un vrai but de montrer ces troubles, ou alors c'était juste un support pour montrer la facilité de manipuler ces choses-là. I think we did touch upon that topic. La question du rapport à la nourriture m'importe effectivement aussi. Et par exemple, on voit bien que la grève de la faim est un moyen d'action, par exemple, significatif et politiquement important. Donc là, dans le film, par exemple, le personnage d'Elsa qui refuse de s'alimenter en suivant les consignes, quand finalement elle réavale son propre vomi, c'est pour elle un acte politique extrêmement fort d'opposition au capitalisme, en l'occurrence. Tous ces modes de relation à la nourriture sont aussi très politiques. But also, if we speak about eating disorders, I think. Plus largement, je pense que la question des troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou d'autres troubles alimentaires, c'est aussi quelque chose de très particulier, parce que c'est une manière de reprendre le pouvoir en fait sur son corps en tant que tel. C'est une manière de choisir, de réguler son corps et de reprendre voilà, la main et le pouvoir sur son propre corps. Donc c'est aussi
une manière très forte d'affirmer des choix et de re-exister de cette manière. And the interesting question is, of course, why do those young people feel so powerless? Bien sûr, la question c'est pourquoi ces jeunes se sentent tous si impuissants ou désespérés. La réponse est en partie donnée par la directrice qu'on voit à l'écran derrière vous, quand elle explique que les gens n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Et c'est beaucoup ce qu'on voit dans le film. Que d'une certaine façon, l'institution scolaire doit s'occuper des enfants en l'absence des parents. C'est vrai évidemment pour un des personnages dont les parents sont partis en Afrique. Mais en un sens, ça raconte aussi quelque chose du rapport qu'ont les parents aux enfants dans le film. Yeah, it is definitely, Oui, c'est sûr que ça pose la question de la place qu'ont les enfants dans la société et de comment on s'occupe des enfants dans nos sociétés contemporaines. Là, on voit bien que, et c'est vrai d'une manière générale, les parents travaillent dans la journée, ils n'ont plus forcément ni le temps, ni l'attention qu'ils pourraient apporter à leurs enfants. Et de fait, oui, c'est beaucoup les enseignants qui vont se retrouver à la fois à éduquer, mais aussi à élever les enfants. Donc, au-delà de les instruire, ils vont un peu les élever. Or, la profession d'enseignant est de plus en plus déconsidérée, voire absolument pas respectée. Les salaires sont très bas, et ça c'est quelque chose qui est partout, alors qu'on voit que des grands managers d'entreprise ont des salaires bien plus élevés. Or, ils font un métier crucial, ces enseignants, puisque ce sont bien eux qui élèvent finalement les enfants, et c'est aussi la question que ça pose de quelle est aujourd'hui la relation des parents aux enfants et quel temps ils arrivent quelle attention ils arrivent à leur accorder. Mais c'est quoi, en fait, pourquoi... c'est quoi le but de ne pas vouloir manger? Well, I think that there is... Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Il y a plusieurs motivations, plusieurs objectifs, mais une autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé encore, c'est quelle est la folie qui pousse le professeur Misnovac à faire cette proposition complètement folle à ces adolescents. Et pour ça, avec la comédienne, on s'est posé la question de comment ça marche dans les sectes, et on a rencontré d'anciens membres de sectes, et on leur a demandé comment se comportaient leurs leaders ou leurs gourous, pour essayer de comprendre un peu mieux comment les gens pouvaient suivre et comment fonctionnait le personnage leader dans le groupe d'une secte. And we have heard En l'occurrence, en posant la question sur les gourous des sectes, on a eu différents types de réponses, mais souvent on s'est aperçu, tout ce qu'on nous disait, c'est que en fait les gourous croyaient réellement eux-mêmes à ce qu'ils prêchaient et à ce qu'ils disaient à leurs disciples. Et on a trouvé ça, enfin moi j'ai trouvé ça complètement effrayant, parce que c'est pas seulement des gens qui sont en quête de pouvoir, mais ils croient vraiment jusqu'au bout à ce qu'ils racontent de manière complètement sincère. C'est pas délibérément juste raconter n'importe quoi pour un enjeu de pouvoir. Et donc là, c'est tout à fait ce qu'on a voulu mettre dans le personnage de Miss Novak, qui est presque une sainte jusqu'au bout de prêcher ce à quoi elle croit sincèrement. Elle est persuadée de faire le bien, de leur apporter le bien et de leur délivrer une grande vérité. Si je peux me permettre de rajouter justement par rapport à ce que Jessica a dit, c'est qu'il y a une naïveté aussi chez tous ces personnages. Finalement, il y a une envie de croire, elle, de sa part, en étant une adulte, mais en voulant croire qu'on peut changer le monde par rapport à toutes les peurs ambiantes et tout ce qui nous entoure, et les enfants, évidemment, de croire le professeur. Et c'est ça qui est beau à tous les niveaux. Il n'y a pas de perversité ou d'envie de manipuler, il y a une envie de changer le monde, en fait. Allez-y. Bonsoir. C'était peut-être une question plus relative à la mise en scène, mais je me demandais un peu vos intentions, parce qu'on a parlé beaucoup de maîtrise, et enfin, pas de maîtrise, enfin, je ne sais plus si c'est exactement ces termes-là, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti sur la mise en scène avec le décor, avec le cadrage aussi, qui est très stable, à part à quelques moments où on voit que la caméra tremblait un peu. Il y a toutes ces lignes directrices avec l'architecture et même dans les décors.
Et j'étais assez surprise que même dans, comment dire, la maison de la famille qui est un peu plus modeste, le décor soit très un peu tiré au cordeau. Et je trouvais ça assez intéressant par rapport au jeu d'acteur. Enfin, qu'est-ce que ça faisait de... Parce qu'il y a quelque chose, vous avez parlé d'une distance, voilà, qui passait par les couleurs, et je trouve que ça passait aussi par ce décor très tiré à quatre épingles et tous ces cadres, toutes ces lignes. Et je me demandais ce que ça faisait en tant qu'acteur, comment se jouer en fait dans un décor ou dans un espace cinématographique comme ça, et comment la direction d'acteur s'est passée. Est-ce qu'il y a eu une envie d'apporter du coup peut-être plus une humanité à travers le jeu d'acteur ou... Enfin, je sais pas. Je sais pas si ma question est claire. Non, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport au décor et tout ça. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est très intéressant. Non, quand on joue un rôle, je me disais pas, on est dans un décor très, comment dire, c'est des gens assez riches, enfin bourgeois, en tout cas mon personnage, mais ça n'influe pas, je pense pas que ça influe, tu te sens dans un décor, déjà ça influe sur toi bien sûr, la manière que ce qui t'entoure. Les choix des costumes aussi faits par la sœur de Jessica, Tania, elle est très dans toutes ses couleurs, on dirait une petite poupée comme ça. C'était très volontaire, elle ait tout le temps un bandeau, des boucles d'oreilles, tout est très choisi. Donc effectivement, il y a un ordre établi de ce qu'elle pense du bon goût. Rien ne dépasse, à part à l'intérieur où c'est le chaos. Donc ce qui était intéressant, c'était d'être dans un décor très carré comme ça, et qu'à l'intérieur, mon personnage, en tout cas, elle est perdue. Donc, après, oui, tout influe dans ton jeu, mais c'était plutôt l'intime qui comptait quand tu joues. C'est que ça qui compte. C'est pas, même si je suis dans un décor tel ou tel, oui, j'y suis, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que moi je ressens, comment je vais le transformer, comment je vais le donner. Même si c'est vrai que c'était intéressant de construire ça avec cette idée de la perfection environnante. Ils sont dans une idée de perfection tout le temps autour d'eux, mais elle, en tout cas, elle est complètement perdue à l'intérieur. On s'est même dit qu'elle était peut-être sous médicaments, qu'elle est en train de vaciller. Bon, peut-être ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu. I would also like to add that the structure of the set design. Et une chose qui m'importe aussi dans tous mes films, c'est vrai pour le décor, mais aussi pour les personnages et les situations, c'est aussi de montrer la structure de la société, que la structure soit réellement visible. C'est le cas dans les décors, mais c'est aussi vrai dans les relations, par exemple, la mère d'Elsa. Comme on a dit précédemment, elle est aussi dans une situation où je voulais montrer pas seulement son point de vue et sa perspective, mais montrer aussi clairement comment sont établis les rapports dans la famille qui à la domination et comment la structure sociale est aussi présente, y compris au sein de la famille dans ce contexte-là, mais en tout cas par rapport à chacun des personnages. Et elle est dépendante de son mari dans les films. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Et j'ai une question sur la foi, parce que vous traitez beaucoup cette question. Et la chrétienté aime beaucoup représenter le moment de passage d'un monde à l'autre. C'est toujours la crucifixion, c'est toujours l'âme perdue qui hésite, c'est toujours le moment de passage. Quelqu'un qui doit, etc. Et ma question est, d'où vient ce choix de ne pas montrer ce passage d'un monde à l'autre? J'ajouterais même, et de finir le film sur une parodie de la scène. Sans bouffe. But I thought I showed it. Non, moi je pense l'avoir montré. When we see the group and with the Si, je le montre, on les voit passer
monde imaginaire, tout le groupe des adolescents avec Miss Novak, donc dans ce monde un peu fantastique. Et il y a cette chanson qui nous parle de Jésus et de la vie d'après, donc si c'est tout à fait conforme à la promesse des religions chrétiennes, en tout cas de cet univers tellement merveilleux qu'on nous promet. À titre personnel, ce que je trouve tout à fait effrayant, c'est qu'on nous fasse précisément cette promesse. La dernière question. Bonsoir. Je voudrais commencer par dire que je suis extrêmement impressionnée d'être assise en face d'Elsa Gilberstein parce que vous êtes la première actrice dont j'ai été capable de retenir le nom. Ça, c'est génial alors. C'est génial. Et je me souviens pareil, quand j'ai commencé, ma grand-mère m'a dit tu crois que tu vas avec un nom comme ça? Non, il y avait une anecdote très mignonne, je vous l'ai dit, parce que c'est adorable, je pense là, parce que vous me dites ça. Je voulais être actrice, donc je devais avoir 18 ans. Et j'avais fait un casting, et puis j'avais pas été choisie, et j'avais dit à ma grand-mère, non, mais il voulait une fille avec un petit nom. Elle était russe, ma grand-mère. Et elle m'a dit, et alors, ils peuvent pas couper un peu le tien? J'avais dit petit nom, c'était trop mignon. Merci, parce que ça me touche beaucoup. Je me rappelle même du film. Hein. Ah, voilà. Alors sinon, ma question revient un petit peu à la question juste précédente. Mais personnellement, moi j'ai d'abord été très impressionnée par la musique et qui m'a fait l'effet de participer justement au fonctionnement des sectes. Je trouvais que la musique en elle-même était comme une appropriation de mon être, et je l'ai trouvée extraordinaire, la musique, hein, mais en même temps qui tisse ces liens, qui vous enferme, qui vous manipule. Pour moi, c'était un film sur les processus de sexe, utilisés par les sectes, et la manipulation. Et attendez, je me suis un peu perdue avec la musique. Et Elsa. Oui, pour moi, c'est vraiment comment s'approprier le psychisme des personnes, enfin leur être, par le corps. C'est vraiment comme ça que j'ai vu ce film. Et donc, avec ces dénonciations, alors maintenant c'est l'interprétation à la fin du film de la Sainte Seine, hein, où effectivement, pour moi c'était une scène christique à la fin. Voilà. Donc, pendant le film, je me disais, ça fait du bien qu'on nous rappelle un petit peu que ces méthodes-là existent à l'heure actuelle. Voilà. C'est pas... Thank you, I want to say thank you. Merci beaucoup, Elsa Zilberstein. Merci, Jessica Osner. Merci, Muriel Carpentier. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci.